Si tu peux faire des photos en étant une femme ou un homme, c'est à toi. Il faut juste que tu sois capable au fait de le faire. Si c'est pour construire des maisons et tout, pas seulement prouver aux autres personnes, mais prouver à moi-même d'abord que j'avais pas tort de faire la photo. Et aussi de prouver aux autres qu'il n'y a pas un métier spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Et c'est plus une question d'aptitude. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du NNP Podcast. Pour cet épisode, on va commencer avec une jeune fille très exceptionnelle qui a du talent, vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété les mots exceptionnels, mais pour moi, elle est juste waouh parce qu'elle fait des choses incroyables. Elle est dans l'art, la photographie. Elle va bien se présenter. Karibu Arlette. Asante. Bienvenue dans notre NNP Podcast. Nous sommes très très ravis de te recevoir aujourd'hui comme notre toute première invitée dans le NNP Podcast. C'est un plaisir pour nous. Arlette, pour les personnes qui ne te connaissent pas exactement, comment tu peux te présenter? Quelle est cette introduction qui dit tout sur toi? D'accord, je m'appelle Arlette Bachizi, je suis photographe, je suis basée à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, et normalement je fais le photojournalisme et aussi la photo documentaire, donc je mixe un peu les deux, voilà. Dans un pays où d'abord, le respect du journalisme n'est pas assez au top, comment tu fais pour t'en sortir en tant que jeune fille? Est-ce facile d'être photojournaliste à Goma, en République démocratique du Congo? Déjà, être photojournaliste en général au Congo, c'est pas facile parce que pour la plupart des gens, ils disent que c'est pas un métier. Ils considèrent pas ça comme un métier, c'est plus comme un hobby, comme un passe-temps. Alors que c'est tout un travail. Et s'ajoute maintenant, c'est là le fait d'être une femme photojournaliste, c'est déjà un grand challenge. Je me rappelle quand j'ai commencé avec la photographie, parce qu'avant, je travaillais dans une société ici à Goma, et à un moment, j'ai décidé d'arrêter pour me concentrer dans la photographie. C'était un grand challenge, déjà avec la famille, quand ils me disaient, mais comment tu vas faire pour laisser déjà un boulot qui te paye pour aller dans une histoire que tu ne sais même pas comment ça va se passer. Après, c'était vraiment la guerre et tout. Et un jour, je me suis juste réveillée, j'ai fait ma démission, j'ai déposé, j'avais dit à personne. Je suis rentrée à la maison, avec grondé comme pas possible. Parce que moi, j'ai pris ça au fait comme un défi qu'il fallait que je relève. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à passer plus de temps à regarder les photos des autres photographes qui ont débuté avant moi. J'ai aussi lu des livres et tout. Prendre part à des formations, des sessions de formation en ligne. Et c'est comme ça comme je suis allée. Mais c'était vraiment un challenge, même s'il fallait descendre dans la rue. Parce que moi, j'ai commencé à faire la photo d'abord dans la rue parce que j'avais pas beaucoup d'idées sur comment ça se passait et tout. Moi, j'allais juste pour faire des photos dehors et tout. Et même quand j'allais dans la rue, il y a toujours des gens qui me regardaient, genre, qu'est-ce que cette fille fait avec cette caméra? Ou quand il fallait peut-être demander la permission à quelqu'un, quand on veut peut-être le photographier ou faire juste une petite histoire photo avec la personne. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas un travail pour le fille. Mais après tout ça, comme je l'ai dit, pour moi, j'ai pris ça au fait comme des éléments au fait qui me poussaient à aller de l'avant. Si la femme est capable peut-être de transporter des briques pour construire des maisons, c'est qu'elle peut être ingénieure. Donc, c'est plus question d'aptitude et tous les stéréotypes qui tournent autour de profession. Je ne pense pas que ça soit important. Vous écoutez le NNP Podcast. Pour la petite histoire, Arlette, pendant que tu es toute petite là, est-ce qu'il t'est venu un jour dans la tête de te dire, bon voilà, je vais faire la photographie? Ou comment tu as grandi et comment tu t'es retrouvée dans ce monde-là de la photographie? Déjà, moi, j'ai grandi à Goma. Moi, je suis née à Bukavu. Mais quand j'étais toute petite, je pense que j'avais 2 mois, peut-être 6 mois ou 1 an, on a déménagé, on est venu s'installer ici à Goma. Donc moi, j'ai grandi ici à Goma et depuis toute petite, moi, je voulais être journaliste au fait. Je me rappelle, je suivais beaucoup d'émissions sur TV5 Monde.
Je disais toujours à maman que je veux être journaliste à la télé et tout. Mais maintenant, quand je grandissais, quand j'ai fini avec les secondaires, je voyais comment est-ce que le monde professionnel fonctionnait au fait. Et ici, avec le journalisme, localement, je veux dire avec les chaînes de radio ou les chaînes de télé, souvent on n'accorde pas la juste valeur aux journalistes. Alors moi, je réfléchissais sur comment je peux rester dans la même ligne du journalisme, mais en essayant un peu d'apporter un plus. C'est comme ça comme j'ai découvert le photojournalisme, via Internet, bien sûr. Là, maintenant, j'ai commencé à regarder d'autres photos, reportages et tout. Et là, je me suis dit, je pense que je vais me lancer dans ce monde. C'est comme ça comme j'ai commencé maintenant à apprendre, mais c'est allé comme ça. Donc, le journalisme, c'est vraiment un rêve d'enfance que j'avais. Et c'était quoi cette photo-là que tu as vue et que tu dis, waouh, il faut que je commence à prendre aussi des photos? Je dirais pas une seule photo, mais il y a des photojournalistes que j'avais vu leur travail et ça m'avait vraiment donné envie de faire le photojournalisme. Déjà, pour le photojournaliste congolais, il y avait 2 filles qui m'ont inspiré mon travail au début. C'était Lei Ouera et Esther Nsapo. C'est avec leur travail que j'ai d'abord découvert le photojournalisme ici au Congo. Et après, il s'est venu Pamela. J'ai aussi vu le travail de Pamela Tulizo. Et sur le plan, je dirais, international, il y a des photographes comme Finbar O'Reilly, il y a Esther Mbabazi, c'est une Ougandaise. J'ai vu beaucoup des images. Comment est-ce que ces photographes arrivaient au fait à ressortir des histoires, mais visuellement? C'est allé comme ça. J'ai pris goût et j'ai commencé à apprendre progressivement. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Et aussi dans cette région où il n'y a quasiment pas d'école de photojournalisme. Je ne crois pas avoir des mentors en photojournalisme. Quelles ont été tes étapes pour toi d'apprendre ces métiers-là jusqu'à ce que tu commences à prendre des photos pour des médias peut-être professionnels actuellement? Comment cela est arrivé? Je dirais que c'est allé juste de soi, mais j'ai débuté... j'ai commencé d'abord avec le téléphone. Là, je ne savais même pas ce que je faisais, pourquoi je le faisais et tout. Je prenais juste mon téléphone, j'ai photographié tout ce qui bougeait. Et après, je rencontrais un photojournaliste, Finbar. Je l'avais écrit sur Instagram, au fait. Et c'est avec lui que j'avais pris le premier pas de base. Comment faire un reportage, comment est-ce qu'à travers le photo, on peut raconter une histoire. Et c'est comme ça comme c'est allé. Donc, j'ai débuté d'abord à faire tout au même moment. J'ai aussi fait la photo des cérémonies. J'ai fait des shootings, comme on les appelle ici communément dans la ville. Mais moi, je ne trouvais pas encore je sentais pas encore que j'étais vraiment à ma place. Je ne sentais pas encore que j'ai contribué à quelque chose. Et c'est comme ça comme je lui avais écrit. Et c'est avec lui que j'avais pris les premières notions de comment on fait un reportage photo, quels sont les éléments nécessaires à inclure dans un photoreportage. Et c'est allé comme ça. Et à côté de l'apprentissage, il y a eu aussi beaucoup d'années de pratique et d'échecs aussi, parce que des fois, on pouvait aller faire des reportages. Et quand tu rentres, peut-être tu envoies pour montrer juste aux gens, aux autres photographes ou journalistes. Ils vont te dire, par exemple, sur 500 photos, ils te disent qu'ils n'ont rien trouvé et tout. À un moment, c'est vraiment décourageant. Tu as envie d'abandonner. Mais après, pour moi, j'ai continué à apprendre des erreurs, de tous ces moments où on me disait que ça ne le fait pas et tout. Et c'est allé comme ça. Je me rappelle, le premier reportage qu'on avait maintenant fait, c'était lors de la pandémie du Covid. C'était la première fois que j'avais vu mon travail être publié dans un média. Et c'était avec le projet Congo in Conversation. C'est allé comme ça. Et même à travers le projet-là, on continue en fait d'apprendre. Parce que des fois, on allait faire des sujets sur terrain. Quand tu rentres, tu vas passer peut-être 2 jours à couvrir un sujet. Et quand tu envoies les photos à l'éditeur, il te dit il n'y a pas quelque chose de fort, il n'y a pas quelque chose de consistant. Au premier moment, ça décourage au fait. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, tu ne vas pas abandonner. Tu vas plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et le lendemain, tu reviens, tu vas ramener quelque chose d'autre, de plus consistant. Et tout. Donc, c'est plus la pratique, les échecs, les erreurs, réessayer encore et encore. Voilà. Je crois que ce qui nous dérange
la plupart des fois, c'est la peur de commencer, la peur d'affronter ces résultats incertains. Oui. Parce que tout simplement, je crois qu'on est une génération où on pense à une gratification instantanée. On pense qu'au premier coup, ça y est, c'est bon, ça doit nécessairement marcher. Actuellement, tu travailles sur quel type de sujet en tant que photojournaliste? Et comment tu arrives à pitcher tes idées sur le grand média? Et quels sont les grands médias avec lesquels tu travailles? Là, c'est beaucoup de questions. Ça va, je pense que j'ai pris le nécessaire. Après, on pourrait toujours revenir si c'est que je n'ai pas bien compris. Alors, comment j'arrive à organiser, choisir des sujets, pitcher et tout? Et surtout, le plus important, c'est quoi les sujets qui t'intéressent, toi, en tant que photojournaliste, et comment tu arrives à les pitcher dans des grands médias? Alors, je commence par les sujets. Et les sujets, au fait, qui m'intéressent, quand je débutais déjà, moi, je voulais documenter juste la vie quotidienne, la vie en société, comment est-ce que les gens vivent ici, c'est quoi les choses qui se passent à l'Est, au-delà de tous les conflits et tout ce qui se passe ici. Et donc, quand j'ai débuté, c'était plus juste des sujets de la vie quotidienne. Mais après, j'ai commencé à prendre aussi intérêt sur des sujets sur la santé, sur l'environnement, sur la culture et tout ce qui va avec. Donc, à partir de là, déjà, quand j'ai eu une idée sur des sujets principaux sur lesquels j'aimerais plus me concentrer, ça me permet, à chaque fois que je veux, par exemple, proposer une idée, par exemple, sur la santé, je vais parler du COVID, par exemple. S'il faut parler du COVID, je prends les éléments essentiels. Par exemple, à Goma, quand on veut faire un sujet ou proposer quelque chose à un éditeur, il faut lui donner envie, le goût de pourquoi tu veux documenter cette histoire. Alors, avant, il y a l'étape de recherche où je me documente d'abord sur le sujet. Après, j'écris et je propose. Ça revient maintenant à l'éditeur, soit de valider ou de ne pas valider les sujets. Mais moi, la plupart des temps, quand un sujet me tient à cœur, même si il n'a pas été validé, moi, je le documente juste. Et des fois, tu as une publication après le travail, pas avant. Des fois, ça se passe comme ça. Par moment aussi, il y a des temps où c'est l'éditeur qui t'écrit, te dit, voilà, on a un sujet XY qu'on aimerait que tu documentes. Là, c'est eux qui t'envoient les éléments et c'est à toi maintenant d'aller photographier et faire un reportage. Donc, ça va dans les deux sens. Soit c'est moi qui propose, soit c'est eux qui viennent vers moi. Et tu travailles avec combien, disons, je sais pas, différence entre éditeurs, publicateurs? C'est quoi cette histoire? Tu peux nous expliquer un peu ces trucs? Au fait, l'éditeur, c'est un peu comme dans la radio, on dirait les rédacteurs en chef. En fait, c'est lui qui valide les sujets qui vont peut-être être documentés et surtout c'est lui qui fait la sélection de ton travail. Donc toi, tu vas sur le terrain, tu prends beaucoup de photos, bien sûr, sur un sujet bien défini et c'est à lui de faire la sélection finale sur comment ça va être publié. Alors actuellement, le média avec lequel je travaille un peu régulièrement, j'ai travaillé déjà 2, si pas 3 fois avec le New York Times. Il y a 2 articles qui pourront être publiés dans le prochain mois sur lesquels je travaille récemment. Je travaille aussi avec le Washington Post et avec des organisations internationales, les Nations Unies. Et aussi, je suis photographe, reporter permanent au niveau de l'agence Reuters. C'est une agence de presse et tout. Là, je contribue régulièrement. Donc, à chaque fois qu'il y a des actualités ici, il faut couvrir vite et envoyer. Donc, je travaille plus avec Reuters, le magazine, et aussi avec des organisations locales et internationales. Je crois que cette fille, c'est une boss. Tu as écouté ces noms-là, Primo? Washington Post, New York Times. Je sais pas, moi, j'allais penser écouter Digital Congo, Télé 50. Mais pourquoi les phares? Par exemple, les phares, ça se trouve à Kinshasa. Mais pourquoi il n'y a pas de médias au niveau local avec lesquels tu travailles? C'est quoi le problème? En fait, le problème, comme je l'ai dit tout au début, c'est parce que beaucoup de patrons de médias et localement, ils ne prennent pas le photojournalisme comme un travail. Ces gens, ils peuvent t'appeler, ils disent non, on a besoin de
que tu couvres tel sujet, après ils disent, et puis on va parler. On va parler, ça veut dire quoi? Donc, ils sont pas précis, ils veulent pas donner de l'argent. Bien sûr, il y a ceux qui peuvent te payer, mais ils lâchent pas l'argent. Oui, tout à ongea. Tout à ongea. Non, ça c'est vraiment pas professionnel. Ou des fois, ils te demandent un travail gratuitement. Alors que d'habitude, les gens ils voient juste la photo, mais il y a tout un travail qui s'est fait avant la prise et après la prise de l'image. Je parle de l'étape de recherche, de la prise aussi de contact avec les sujets, la prise de rendez-vous, le temps de photographier, le temps de la post-production, la rédaction des légendes, des histoires. Donc, c'est tout un travail qui prend beaucoup de temps, mais les gens ne réalisent pas, au fait. Je pense que c'est un des problèmes ou un des défis qu'il faut qu'on relève, au fait, sur le niveau local, avec le boss des médias localement. C'est, en fait, les amener à comprendre que c'est au-delà. Parce que des fois, ils te disent, ni photo tout à tout qui sont à Roudia. Mais pour arriver à 3 photos, des fois, tu prends peut-être 100 ou 150 pour faire cette sélection. Donc, il y a encore ce problème-là. Et je pense que c'est ça le vrai souci. Ouais, je crois que c'est le manque de sérieux dans le travail. C'est pourquoi tu vois que la plupart de nos médias sont pauvres. Et la plupart de nos médias quémandent. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui vient, un député, un truc, qui va, il fait 2-3 choses, il revient. Et que, bon, voilà, c'est lui qui va ouvrir la main, c'est lui qui va donner. Et pourtant, les autres ont leur plan de financement de leurs médias. Si c'est un média communautaire ou un média public. Les autres ont un modèle de business derrière leurs médias. Et ils savent... Chaque contenu, je crois que ce qu'on appelle contenu, photo, article et tout ça, c'est ça leur richesse. C'est comme leur carburant, au fait, qui leur fait marcher. Et si tu ne sais pas investir dans l'ingrédient même qui te fait récolter, donc c'est... Bon, d'ailleurs, quand tu ne sais même pas qu'il faut investir là-dedans, donc c'est compliqué. Je crois que tu as raison. Les boss des médias doivent vraiment réfléchir 2-3 fois avant de penser à créer un média, parce que après, si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est clochardiser même les journalistes. C'est les rendre dépendants. Si on a bien tout un mkazi kisha tutaongea bon je sais pas. Tutaona ukisharudia. Et je crois que c'est le même langage que les députés ou les ministres les disent. Minenda Kinshasa, ça minarudia tunaonana. Tu vois, c'est compliqué, c'est le même langage qu'il met dans le truc. Bon, ça c'est juste pas professionnel. Vous écoutez le NNP podcast. Alors, Arlette, je crois que parmi les filles du Congo, des Goma, tu es parmi, en tout cas, les rares qui ont trouvé leur carrière. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles qui ne savent même peut-être pas ce qu'il faut faire dans la vie? D'ailleurs, c'est quand est-ce que toi, tu as commencé à côtoyer ce monde? C'était à quel âge? Ça, j'avais pris cette décision, je pense que c'était en 2018 ou 2019, fin 2018. C'est là que j'ai commencé à avoir ces idées, genre, il faut que je change de métier, il faut que je change. Parce que je me sentais pas évoluer, au fait. Je travaillais, oui, mais je sentais pas le truc. Et tu travaillais à la radio, c'est ça? Oui, je travaillais dans un poste de radio, mais j'étais dans la partie de l'administration. Donc, je diffusais pas, j'avais pas d'émission. Mais quand même, j'ai côtoyé beaucoup de journalistes. J'étais toujours en contact avec eux. Mais je crois que c'était en 2019, fin 2019, que j'avais carrément laissé, si pas 2019-2020, que j'avais carrément laissé avec le boulot pour me concentrer à la photo. Donc, c'était, je crois, 1 an après, quand j'ai commencé à avoir les idées là de quitter. Les idées de quitter. Oui. Oui, mais après, ce que moi je peux dire, c'est que quand on est jeune, on ne doit pas vivre comme si on a déjà fini à vivre, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire rester quelque part parce que tu as peur, au fait, du lendemain. Parce que tu as peur de ce qui va se passer dans les 2 ou 3 prochains jours, alors que personne ne sait, au fait, ce qui va arriver. Donc, quand on est jeune, on doit apprendre
à explorer la vie, à écouter les petites voix qui sont à l'intérieur de nous, les petites idées qui nous viennent mais qu'on ne veut pas explorer. Et surtout, au moment où on pense, où on sent qu'on a trouvé sa voie, il faut être très patient, très courageux et être prêt au fait à vivre les échecs, à surmonter les échecs et à aller au-delà de tout ce qu'on peut avoir au fait comme barrière dans la vie. Parce que, par exemple, moi, si déjà je voulais avoir le soutien de tout le monde pour commencer, j'allais jamais commencer. Si j'allais croire que je vais commencer aujourd'hui et dans 2 jours ou 2 mois ou 1 an que je commence déjà à gagner de l'argent, ça n'allait jamais arriver. Je me rappelle avec mon ami Moses, quand on allait souvent dans la rue et tout. Des fois, on quittait la maison très tôt le matin. On allait juste dans la rue. On ne savait pas où on allait, mais c'était juste pour faire des photos. C'est pas qu'on avait des commandes, c'est pas qu'on avait des gens qui vont nous payer. Des fois, même, on n'avait pas de transport. Mais on allait quand même. On allait parce que c'est quelque chose qu'on aime. Avant même qu'on essaie de gagner de l'argent avec, je dirais, une passion. En fait, on aime ce qu'on fait. Et je pense qu'avec les jeunes, filles ou garçons, chacun de nous, au moment où tu sens que tu as trouvé cette voie en toi, la voie que tu devrais suivre, il faut y aller et pas trop réfléchir sur l'argent. C'est sûr que l'argent en fait, c'est le résultat du travail que tu fais. Au moment où tu commences à bien faire ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un qui voit quelque part ton travail, qui va un jour t'appeler, peut-être pour te donner un travail ou quelque chose du genre. Donc, aux jeunes, je demanderais d'être vraiment courageux, aussi patient et de se donner aussi le temps d'apprendre. Ce n'est pas de la magie où tu te réveilles aujourd'hui, tu fais 2 photos et tu deviens célèbre. C'est sûr qu'il y a des cas pareils, mais c'est rare au fait. C'est rare. C'est plus le temps passé à pratiquer qui permet à ce que tu sois parfait. Donc, c'est ce que moi je donnerais comme conseil, c'est de vivre et d'aimer ce qu'on fait. Et même si on prenait une photo et qu'on devenait célèbre, est-ce qu'on est prêt à, on peut dire quoi, à endosser cette célébrité? Ça aussi, c'est une autre chose. Parce que le problème, au début, quand on n'est pas encore célèbre, le problème, c'est on veut être célèbre. Mais aussitôt, par exemple, que tu es déjà célèbre, bon, du point de vue professionnel, je dirais, au moment où tu commences peut-être à avoir 2, 3, 4 clients qui t'écrivent et qui veulent travailler avec toi au même moment, c'est comment que tu gères? Est-ce que tu continues à garder tes valeurs? Il faut rester honnête. Il faut rester honnête et il faut tenir à ses paroles. Si tu as programmé quelque chose déjà, même si tu as 5 autres personnes qui proposent. C'est sûr, ce sont des erreurs des fois qu'on fait quand on commence à gagner un peu d'argent. On veut tout faire, on veut satisfaire tout le monde. Mais après, comme tu dis, donc, être célèbre, c'est une chose, mais gérer aussi cette célébrité, c'est ça, tout un travail qui vient après. C'est pourquoi, comme j'ai dit, il faut aller étape par étape. Il faut croire au processus, quoi. En tout cas, il faut croire au processus. Et dans la vie, il faut comprendre qu'il n'y a jamais de shortcut ou de raccourci. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et chaque chose, c'est une préparation. Finir les études, c'est une étape. Mm-hmm. Se préparer pour le monde professionnel, c'est une autre étape aussi, qui prend aussi du temps. Les gens pensent que finir les études directement, tu dois être embauché. Mais non, il y a un moment où tu dois aussi te familiariser avec le monde du travail, comprendre l'éthique du travail. Et c'est dans cette période où tu fais beaucoup de sacrifices, comme Arlette a dit. C'est cette période où tu apprends encore sans pour autant même chercher à gagner. Mais tu te dis, bon, si j'apprends de celui-ci, j'ai de l'expérience de plus. Parce qu'après, à l'école, ce que tu as eu à avoir, c'est juste des informations. Des informations qui te permettent à naviguer dans différents problèmes dans la vie. Il y a aussi question d'expérience. Comment tu gères le réel problème de la vie avec ce que tu as maintenant comme connaissance. Donc, plus tu en gères, plus tu as ce qu'on appelle l'expérience. Tu as 5 ans d'expérience. Pour ceux qui sont malins, ils commencent déjà à chercher cette expérience pendant qu'ils sont étudiants. Tu es étudiant, tu combines les études et le travail. Mais il y a d'autres étudiants qui pensent que, bon, voilà, être étudiant,
c'est peut-être ça. Le tout, c'est dire non, Nikafa, Wingine, si tu as concentré, bon, ok. Ça, ce n'est pas aussi mauvais. Mais après ça, on analyse. Vous savez que c'est ça, à tout prix, il faut que tu trouves de l'argent. Donc, il faut souffrir, il faut être patient avec soi. Ou c'est le moment où tu passes dans cette période de recherche, d'expérience, tout en étant fauché. Oui. Surtout qu'avec les universités, ici au Congo, la plupart des facultés sont trop théoriques que pratiques. Donc, le fait d'être étudiant déjà en essayant d'acquérir de l'expérience, je pense que c'est important. Ça te permet de gagner deux années. Par exemple, quand tu vas finir avec l'université, déjà, tu sais dans quoi tu vas te lancer, même si c'est différent de ce que tu as fait comme filière à l'université. Alors, Arlette, quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement? Actuellement, on travaille sur un sujet collectif avec Moses. On essaie de voir comment on peut organiser une deuxième exposition. Ah, je me rappelle, le premier était sur les handicapés. Ouais, on a fait la première exposition sur les handicapés, c'est en 2021. Juste après le volcan, voilà. Oui. Donc, on essaie de voir comment on a documenté le quotidien et les histoires de personnes qui sont affectées avec tous ces conflits, les armées qui sont en train de prendre de l'ampleur jour après jour. Et au fait, on essaie de voir comment on peut exposer ce travail. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de bosser actuellement, mais ça n'empêche qu'il y ait de à côté, si je peux dire ça comme ça. Je peux dire de commandes ou d'autres reportages juste du quotidien. Parce que ce que j'aime en fait avec ce travail, c'est que c'est trop relax. Mais bon, c'est pas que c'est relax au début. À un moment maintenant, quand tu es habitué, tu comprends que tu passes plus au fait de temps à t'amuser. Je pense que c'est parce qu'on aime au fait le métier. Et plus tu le fais avec cette vision, plus ça devient facile. Donc le projet là en cours sur lequel on travaille, c'est d'avoir cette exposition. On essaie de voir comment on peut donner vie à ces projets. Exactement. Et c'est quoi l'objectif en fait de ces projets? Montrer ce que traversent les personnes durant cette période un peu de turbulence, de guerre et tout. Parce qu'au fait, déjà depuis que ces conflits ont ressurgi l'année passée, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Beaucoup de gens en parlent, de rapports, beaucoup d'organisations et tout. Mais je pense qu'à un moment, les gens ne comprennent pas au fait qu'on parle de vies humaines, au fait. Ils ne comprennent pas que derrière tout ce qu'on donne comme statistiques et chiffres, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui sont en train de vivre ces situations. Il y a ceux qui sont en train de naître dans ces conditions et qui sont peut-être condamnés à grandir ainsi. Donc l'idée, au fait, derrière cette exposition, on aimerait amener ça, au fait, devant les dirigeants, devant les gens qui peuvent prendre des décisions sur la situation sécuritaire de l'Est. Parce que les gens, ils en parlent tous les jours. Mais nous, c'est sur quoi on s'est focalisé, au fait, c'est de raconter des histoires plus de ces personnes-là. Au-delà de tout ce qu'on donne comme chiffres, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? C'est quoi les vies qui sont affectées? Comment les vies changent avec tous ces conflits et tout? Donc, c'est un peu ça l'idée derrière le projet sur lequel on est en train de travailler. En tout cas, il y a beaucoup de changements de vie, beaucoup de rêves, je peux dire, brisés avec ces conflits. Ça, c'est quand même assez important. Et bien sûr, les gens essaient de faire les sourds. Mais ce qui est très important, c'est qu'on continue à en parler. Oui. Donc, sans cesse, continuer à dénoncer. Je crois que ces personnes-là, ils ont tellement crié qu'ils n'ont plus de voix. Donc, c'est nous qui devons maintenant amplifier leur voix. Et je crois que, comme tout le monde est en train de les crier, même les gens sont en train de nous les répéter, qui ne sont pas chez nous, qui nous disent, donc voilà, vos problèmes, je crois que vous ne devez pas les chercher ailleurs. Et les solutions, je crois que les solutions, nous devons les trouver dans nous. Donc, ces personnes-là, personne ne va venir raconter leurs histoires de la bonne façon possible que nous. Donc, nous avons une très grande responsabilité. Les médias, localement, les artistes, les journalistes, je crois que nous avons une très, très grande responsabilité à jouer. Vous écoutez le NNP Podcast.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Arlette, dans notre discussion que je n'ai peut-être pas mentionné dans mes questions, que tu juges important peut-être pour la jeunesse congolaise à écouter ou à savoir, ou à apprendre, ou peut-être un appel aux médias, aux autorités, je ne sais pas. Je pense qu'on a parlé de l'essentiel, mais ce que j'aimerais souligner pour ceux qui veulent faire la photo, qui font déjà la photo et tout, surtout ceux qui font le photojournalisme, c'est plus peut-être rappeler que à chaque fois que, en tant que photojournaliste, on sort de la maison pour aller documenter une histoire, on devrait toujours garder en tête que la personne qu'on va photographier, c'est peut-être la mère de quelqu'un. Ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur, que soit, si c'est un monsieur, peut-être ton frère ou ton père et tout. C'est de toujours garder au fait cet humanisme dans le travail qu'on fait. Parce qu'à un moment, les gens, on pense que quand on est photojournaliste, on doit toujours montrer qu'il y a des gens qui veulent mourir ou qui sont dans la détresse et tout. Mais c'est en quoi je crois qu'il y a moyen de photographier quelqu'un avec dignité, même si c'est une histoire horrible qu'on est en train de documenter ou de raconter. Donc, de toujours garder ça à l'esprit, que c'est peut-être ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère. Est-ce que tu aimerais voir ta mère ou ton père être photographié de la sorte ou être représenté de la sorte? Surtout que c'est un travail, au fait, qui va au-delà de frontières, ça va au-delà des années et tout. Donc, c'est de toujours garder ça en tête. Et aussi pour ceux qui aspirent, comme je l'ai dit tantôt, de continuer à apprendre. Même moi, je continue à apprendre tous les jours. Et enfin, à tous les jeunes, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir de raccourcis. Comme tu l'as dit, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. C'est un processus qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc, c'est de suivre cela et de le respecter. Et puis, à la fin, comme j'ai dit, l'argent, c'est le résultat du travail. Donc, quand tu travailles bien, l'argent, ça vient et ça part. Mais comment est-ce que toi, tu as géré le moment où tu étais en train de gagner ou d'exceller? Comment tu as géré ces temps-là? En fait, c'est tout ce que je peux dire. Et vous remercie aussi pour ce moment. Merci Arlette. Je crois que l'argent, c'est le résultat du travail. Quand on dit travail, on dit effort. Quand on dit travail, on dit excellence. Quand on dit travail, on dit focus. Quand on dit travail, on dit quoi? On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, oui. On dit beaucoup de choses. On dit vision, on dit aussi l'honnêteté. L'honnêteté. Donc, rassurez-vous que vous avez toutes ces qualités-là en vous pour vous rassurer que, bon, voilà, les efforts que vous êtes en train de fournir payent à la fin. Parce qu'un homme sage a dit, notre capacité de gagner n'excède jamais la personne que l'on devient. Donc, la personne que l'on devient attire des opportunités vers nous. Qui dit opportunité dit gagner sa vie. Donc, rassurons-nous que nous devenons des personnes extraordinaires à travers l'apprentissage, à la recherche du savoir. Ça, c'est très, très capital. Donc, Arlette, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation du NNP Podcast. Donc, on vous remercie. Écoutez, partagez. N'hésitez pas à vraiment même envoyer les liens dans la boîte de la personne que vous pensez est censée écouter ces podcasts. À la prochaine et surtout, gardez la tête dans la créativité. NNP, Ngoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et de qualité. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success.